pour dissiper les résistances. Parce que lorsqu'on... Oui. C'est pratiquement le recours à la règle générale des sciences physiques. Toujours prendre en considération le poids et le contrepoids. Oui, nécessairement. Pour l'équilibre. Oui, nécessairement. On peut penser différemment. Par exemple, ces gens qui sont là pour freiner la réalisation du projet, ils ont quelque part raison. Donc si on va vers eux pour discuter, pour savoir les raisons de leur résistance, on peut découvrir que voilà, on avait ignoré quelques éléments dans exactement lors de la conception du projet. Oui. C'est-à-dire on peut se rendre compte en fin de compte que voilà, le projet est inutile ou bien exactement. Oui. Justement, c'est le cœur du suivi. Lorsqu'on est dans le suivi, chaque fois on revient à la carte de départ, notre diagnostic de départ. On doit voir qui sont la population qui fait partie de ce diagnostic-là. Quelle est la position de la population, telle tranche de population, tel groupe de population par rapport à ce projet-là. Et même si la résistance est minime, il doit être pris en considération parce qu'il est un risque pour le projet. Et l'étude de risque pour tout projet, elle est très intéressante parce que c'est l'étude minutieuse de risque qui permet la réalisation du projet, qui permet de continuer le projet, oui, la réussite du projet. Et justement, comme vous venez de dire, on peut par exemple, ça se peut qu'au stade du diagnostic, on n'a pas donné intérêt à ce groupe, à ce paramètre-là, à ce groupe de population. Donc, nécessairement, ils ont développé davantage des résistances. Lorsque j'implique toute la population, ça se peut, par exemple, qu'il y a un groupe de population au niveau, ça se pose aussi lorsqu'on est dans la hiérarchisation des priorités. Ce groupe, il a une priorité X, ce groupe-là, il a priorité Y, celui-là, il a Z. J'arrive à faire concilier ces deux groupes-là, mais ceux-là, ils refusent, ils veulent que... Comment faire pour travailler sur la hiérarchisation sans que je sois dans l'exclusion d'un groupe? Comment faire pour établir un diagramme, être dans la prospective, dire que cette étape, voilà comment on doit, voilà les rendements qui peuvent être bénéfiques pour votre projet, pour votre priorité par la suite. Donc être toujours dans les pourparlers avec la population et être toujours dans l'écoute de la population. Ne jamais négliger des risques ou ne jamais négliger des refus de la part de la population ou des réticences parce qu'ils peuvent être vraiment très nuisibles le projet, même si tu as tout ce qu'il faut. Donc, voir des études d'impact. Oui, bien sûr, pour les études d'impact, c'est une autre étape. Comment? Pour les blocages, je fais des alternatives. À chaque blocage, je dois étudier qui sont les alternatives qui peuvent être pour contourner le problème. Qui sont les alternatives que je dois poser pour contourner le problème A ou le problème B. C'est au niveau de l'étude du risque. Oui, bien sûr. Il faut prévoir des alternatives, bien sûr. Oui. Des substituts. L'étape des études de risque, il est très importante. Les assurances, le point fort des assurances, les assurances, surtout les assurances, parce que c'est le métier qui est basé sur l'actuariat, c'est l'étude des risques, c'est nécessairement un point c'est le département le plus important parce qu'on doit trouver des alternatives pour les risques, comment faire face aux risques, être dans l'étude minutieuse pour qu'il n'y ait pas vraiment des vraies pertes, pour faire des vraies prévisions. Oui. Parce que pourquoi les alternatives? Pour faire des prévisions qui peuvent répondre si le risque se déclenche. Oui. Même là il faut bien noter qu'il y a risque et risque. S'il y a un risque qui est inhérent au projet, donc nécessairement au cas où il y a la possibilité de se réaliser avec par exemple 80% ou 90%, donc là je dois passer à un autre projet parce que c'est un projet qui en lui-même il est porteur de sa nuisance. Voilà, il est porteur de sa nuisance.
L'étape 5, c'est les étapes. Donc, on a parlé de la mobilisation sociale, on est dans le cadre, dans l'étape les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir être dans la mobilisation, pour pouvoir réaliser ou réussir le projet de mobilisation sociale. Parce que la mobilisation sociale, c'est un projet qu'on doit établir à partir de l'identification d'un problème. Quel est le problème qui se pose? Créer un groupe d'initiatives communautaires, c'est l'étape 2. Former le groupe sur l'importance de la mobilisation sociale. On est dans la pratique un petit peu là, on est dans la pratique et on peut s'étaler sur chaque étape. Je suis à votre écoute. Donc on peut par exemple identifier, si vous voulez travailler sur un problème, on peut partir d'un problème et discuter et travailler sur et illustrer toutes les étapes. Donc identifier un problème, créer un groupe d'initiatives communautaires, fermer le groupe sur l'importance de la mobilisation sociale, informer et sensibiliser la population sur l'importance de la mobilisation sociale, élaborer un plan d'action communautaire, informer les acteurs responsables dans la mise en œuvre du plan d'action, préparer la stratégie de communication, mobiliser les ressources pour la mise en œuvre du plan d'action, identifier les mécanismes de présentation de la mobilisation, organiser le suivi et évaluation de la mobilisation sociale. Ce sont les 10 étapes pour réaliser la mobilisation sociale. Et ces étapes-là, lorsqu'on doit les travailler, ils sont dans un acheminement logique, donc ils doivent être pris dans une succession logique, parce qu'il y a une cohérence entre étape et étape. Donc je reviens sur le premier point pour en discuter, ok? D'accord. Est-ce que vous avez un cas à proposer? Donc les étapes de la mobilisation sociale. On a vu les principes, on a vu ce que c'est que la mobilisation sociale, les principes de la mobilisation sociale, les objectifs de la mobilisation sociale, la population concernée par la mobilisation sociale. Maintenant, on est au stade des étapes pour réaliser un projet de mobilisation sociale, parce que c'est un projet de mobilisation sociale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un exemple. L'habitat insalubre. Vas-y. Donc le problème c'est... Qu'est-ce qu'on va faire pour l'habitat insalubre? Il y a On est plusieurs... la mobilisation sociale. Oui. Donc pour résoudre plutôt le problème de l'habitat insalubre, il y a plusieurs scénarios. Il y a par exemple la restructuration, plutôt le recasement, voilà. Le relogement, exactement. Donc il y a des gens qui sont contre le relogement ou bien le recasement. Donc il y a des réticences là-dessus. Donc le problème est là. Tu veux être dans la mobilisation sociale. Donc c'est-à-dire pour essayer de convaincre les gens de sortir des bidonvilles et d'accepter les solutions proposées par les autorités. C'est-à-dire le logement social, c'est ça. Parce qu'ils sont toujours dans l'ancienne logique qui consiste à donner un lot de terrain à chacun et bâtir. Justement, c'est exactement. C'est la partie horizontale oui, plutôt que la verticale, justement. Et pour passer de l'horizontale avec toute la culture, les stéréotypes de la population, passer au vertical, c'est pas évident. Et ils refusent pour ne pas être dans la contrainte de force, les obliger à sortir aussi. Donc justement, c'est la question de la mobilisation sociale. Comment la mobilisation sociale va consister à accompagner cette population pour changer, pour lui faire changer ses perceptions. Leur conception. Voilà, concernant l'habitat. Et lui faire accepter d'être relogé dans un autre concept, à travers un autre concept qui est l'habitat vertical. Parce que la plupart des cas, ce sont des ruraux qui s'installent au niveau de la ville. Ils n'ont pas l'habitude de vivre dans des 50 mètres avec des bâtiments qui sont bien serrés. Donc ils préfèrent, et de plus, ils se réfèrent à ce que leurs grands-parents, auparavant, le problème de l'habitat social, il n'était pas résolu sous forme de verticale, il était
horizontale. Ils veulent toujours rester dans la démarche horizontale. Donc le problème, c'est comment accompagner ces populations. Exactement, il y a également un problème qui se pose à ce stade, c'est que ces bidonvillois veulent que tous les membres de la famille bénéficient du logement social, chose qui est impossible. Donc tu es l'étape 1, vous êtes l'étape 1, vous avez identifié le problème. C'est l'habitat insalubre, on crée un groupe d'initiatives communautaires. C'est des membres c'est des gens qui habitent l'habitat insalubre avec des organisations, des militants de la société civile. Oui, j'aimerais bien que tout le monde participe. Oui. Alors, une fois le problème identifié, donc, il faut donc mobiliser tout un groupe pour sensibiliser surtout donc, les bidonvillois sur les risques et les dangers de ce genre d'habitat, donc qui portent atteinte à leur vie, à La qualité de à la leur qualité vie, à la qualité de leur vie. Effectivement, c'est surtout les maladies, c'est pas mal de mots sociaux en général. Mais la question qui se pose encore, même au niveau de l'identification, lorsqu'on va recaser ces gens-là, où on va les recaser? C'est généralement dans les périphéries des villes. Bon, il faut prendre un point qui est très intéressant, c'est que les bidonvilles sont situés généralement au centre des villes. Pourquoi? Parce que on vit surtout le côté économique. Voilà. Donc ces personnes-là, avec des petites activités, ils ont de quoi résister. Une fois, voilà. Parmi les causes de résistance, c'est qu'il faut penser à un revenu. Même il est un petit peu modeste et petit, mais quand même qui va permettre à la population de résister. Donc là, tu es le stade d'identification du problème. Je reviens juste pour compléter. Pas uniquement de recaser, mais recaser où et comment. Restons le stade, essayons d'avancer le stade de mobilisation, parce que si on rentre les détails, on doit y avoir vraiment une politique sectorielle par la suite. Avançons le stade de mobilisation. On a identifié un problème, donc nécessairement. Donc il faut être plus près de la population, donc pour échanger, pour identifier donc ses attentes. Donc c'est via les attentes qu'on va assurer une bonne mobilisation. Oui. Il faut mobiliser, mais un groupe d'initiatives qui émane de la population. Il faut chercher les personnes qui ont une personne qui a de l'influence sur la population. Ce sont les personnes clés. Qui puissent donc faire adhérer d'autres populations pour faciliter l'opération de mobilisation. Oui. Il faut chercher des personnes clés au sein de la population. Aussi, pourquoi ne pas faire l'état de témoignage des populations qui vivaient la même situation et qui ont par exemple pu bénéficier. Donc là, c'est toujours à condition, si vous me permettez, que la population, que ce soit par exemple un quartier voisin ou quelque chose comme ça, donc pour qu'elle puisse vraiment, pour ça peut être convaincant pour la population. C'est pas de la confiance. Voilà, de déraciner des personnes du jour au lendemain pour leur dire voilà, on vous offre donc soi-disant des immeubles ou des appartements qui vont vous procurer un bien-être. Tout à fait. Même les personnes qu'on doit, les témoignages qu'on doit, les personnes qui doivent venir pour consolider les groupes, ils doivent être des personnes de confiance. Ils doivent être qui sont crédibles auprès de la population pour pouvoir influencer et remplir le rôle de l'importance de ce projet-là. Voilà, être convaincant, remplir le rôle de persuasion au sein de la population. Mais par exemple, le cas de Sabrocaï, ça fait 50 ans qu'il est là et on lui a proposé le relogement, le recasement en vente. Je ne connais pas les détails. 50 ans, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que ça fait 50 ans que Sabrocaï est là. Donc la population, il refuse de se déplacer. Parce qu'ils veulent un recasement in situ. Un recasement, voilà. In situ, normal. Et c'est impossible de faire un recasement au milieu de la nuit. Les problèmes de recasement, ils ne sont pas des problèmes qui sont faciles à gérer. C'est pour ça, au niveau de l'identification, il faut donc consacrer plus de temps pour que ce soit
par la Et suite. ce ne sont pas des problèmes faciles qui peuvent faire la mobilisation, par exemple, la mobilisation sociale ne peut faire qu'une partie d'un petit problème les problèmes de recasement, ils sont des problèmes très complexes, oui. Parce que c'est le même quand même à Casablanca, les bidonvilles, par exemple, si vous prenez le quartier Bourdon, là, il y a maintenant malheureusement il y a un bidonville qui s'appelle les Jagements, or qu'avant les Jagements c'était pas du bidonville, c'était des maisons, et puis avec l'exode urbain, ça s'est transformé en bidonville. Or que c'est en place, c'est à proximité de la côte. C'est à proximité des quartiers de Villa, donc les gens, la population locale refuse d'aller ailleurs. Dans la périphérie de Casa, par exemple, dans l'arbitre, Nessim. Mais là, pourquoi? Parce que même les gens ont leur propre activité généraliste de revenus. Il y a le souk, il y a tout ce qui est imaginer. C'est pas uniquement, c'est Bien sûr. dimension. C'est un emploi, c'est l'éducation, c'est tas de choses, c'est tout un conditionnement. Et puis c'est au centre de la ville de Casablanca, c'est la proximité encore. C'est-à-dire qu'ils n'emploient pas beaucoup de la paix pour se déplacer. Il suffit d'un seul moyen de transport. Mais s'ils sont relogés dans la périphérie, Dieu sait. Là, on peut par exemple, par la suite, là, on aura la suite d'étapes, on va voir la mobilisation sociale. On a l'étape suivante qui est le plaidoyer, on a la mobilisation politique. Donc voilà comment faire le lien entre la mobilisation sociale et la mobilisation politique. Est-ce que vraiment il y a eu ce lien-là? Est-ce qu'il y a eu vraiment un vrai travail au niveau de la mobilisation sociale, au niveau du plaidoyer, au niveau de la mobilisation politique? Est-ce que les élus, ils étaient les concernés, le département concerné, le ministère concerné, est-ce qu'il était à l'écoute? Est-ce qu'il était vraiment à l'identification? Quelles sont les négociations qu'on a entamées pour pouvoir, les négociations gagnant-gagnant, pour pouvoir entamer, pour pouvoir trouver ensemble une solution? C'est tout un travail à faire qui n'est pas facile et il est toujours entre ces trois étapes, la mobilisation sociale, le plaidoyer, la mobilisation politique. Donc, parce que l'acteur politique aussi, c'est un acteur qui doit être à l'écoute. Les propositions, ils doivent prendre en considération les contraintes de la population, mais lui aussi, il a ses contraintes, donc à travers tout ça, comment on doit être dans la démarche gagnant-gagnant, c'est tout un travail qui n'est pas facile, et c'est un exercice qu'on ne réussit pas facilement lorsqu'on est dans un État qui a pour longtemps œuvré avec des politiques publiques centrales, qui sont trop centralisées. Oui. C'est ça, c'est pratiquement ça, le principe de négociation gagnant-gagnant. Il faut toujours faire une liaison entre l'offre qu'on a et le dossier de revendication de la population. Si on a un statu quo ou un postulat, toujours la mobilisation ne peut pas réussir. Donc sur ce point-là, il faut toujours prendre en considération les revendications de la population et par la suite préparer l'offre et commencer à mobiliser la population. Préparer l'offre, c'est pas toujours facile pour le département ministériel concerné, par exemple, parce que ça dépend, pour lui aussi, il a des contraintes. De l'assiette foncière, il a des contraintes des schémas et des textes d'urbanisme qu'il doit respecter. Donc c'est toute une problématique. L'essentiel, c'est comment entamer des vraies discussions, des vrais rapprochements à travers un dialogue, à travers un débat avec la population et qui doit être de plus en plus, qui doit être crédible parce qu'il ne doit pas être fait sur des promesses. Et là, c'est le problème qui se pose toujours entre les élus et les populations parce que lorsqu'on est dans le stade des campagnes électorales, ce sont des n'importe quoi, ce sont des promesses qui sont données à la population et par la suite, ça pose problème. Donc là, c'est à prendre en considération. Dans le cadre de l'habitat installé, il y a aussi les intérêts du lobbying foncier. Bien sûr, effectivement. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai parlé des documents d'urbanisme, parce que les lobbies fonciers, c'est lui qui parfois, il a son mot à dire lorsqu'on est au stade d'élaboration, lorsqu'on est donc... Oui, c'est ça. J'ai parlé des documents d'urbanisme, donc c'est un cas très, très complexe qui n'est pas...
Il y a même le sentiment d'appartenance à un territoire, par exemple, pour des gens qui ont, pour des générations et des générations. Donc vous avez parti d'un cas qui est très complexe. On peut partir par exemple d'un cas, la mobilisation sociale, on est dans un quartier, où on est dans un village où il y a un puits, où il y a l'eau insalubre, on vient d'installer une fontaine, comment faire, où là on n'a pas encore installé une fontaine, il y a de l'eau insalubre, où là il y a l'eau qui est très loin, donc comment faire une mobilisation sociale pour d'abord travailler avec la population, qu'ils soient conscients que les filles, ils ont leur place dans la classe, parce que la plupart du temps, ce sont les filles qui se chargent de l'eau au niveau des douanes et de la campagne. Comment faire ce travail-là avec la population pour qu'ils soient dans le raisonnement que les filles, comme les garçons, ils doivent être à l'école, ça primo. Secondo, qu'ils prennent en charge le plaidoyer pour un intérêt pratique, c'est-à-dire un intérêt de court terme. La fontaine, c'est un intérêt pratique de court terme, donc c'est le travail de mobilisation qui peut, un schéma très simple, identifier le problème. On a créé un groupe, formé le groupe sur l'importance de la mobilisation sociale, pourquoi les femmes ils doivent être là, on doit les écouter, comment on doit leur expliquer, les hommes, pourquoi ils doivent être aussi dans un atelier, un focus group, donc faire le travail de discussion avec la population, informer et sensibiliser la population sur l'importance de la mobilisation sociale, pourquoi elle est dans votre intérêt de faire une mobilisation sociale, pourquoi on doit travailler ensemble pour changer la situation, élaborer un plan d'action communautaire, informer les acteurs responsables dans la mise en œuvre du plan d'action, préparer la stratégie de communication, aussi c'est important, la stratégie de communication, tu rends visible le plaidoyer dialogue. Rendre visible le plaidoyer, ça fait partie de la force de plaidoyer. Parce que si c'est un plaidoyer qui va se renfermer sur lui-même, il n'aura pas d'écho. Mais le plaidoyer, il doit être visible. Je dois rendre la visibilité du plaidoyer. Donc, avec qui je dois, à qui m'adresser, je vais travailler avec qui, avec la presse écrite, ou là avec la télévision, là avec le radio de la ville voisine, ou là avec le radio. Donc, tout ça c'est important. Mobiliser les ressources pour la mise en œuvre d'un plan d'action, identifier les mécanismes de présentation de la mobilisation, organiser le suivi et l'évaluation de la mobilisation sociale. Ce sont des étapes qui vont se répéter chaque fois parce que ce sont les étapes essentielles, les étapes clés à retenir dans tout projet de mobilisation. Et par la suite, on va voir le projet de plaidoyer, le projet de la mobilisation politique. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore qu'on discute, Donc on a vu à travers la mobilisation sociale les définitions, les objectifs, les principes, la population, les populations concernées, les étapes. Donc comme vous voyez, la mobilisation sociale, c'est un projet, c'est un projet à long terme qui commence par l'identification, qui, pour qu'il soit une mobilisation réussie, appropriée par l'association, ou une mobilisation qui peut attirer l'adhésion de la population, il doit être participatif. J'ajouterai aussi, je l'ajoute toujours, l'approche genre. Parce que être dans la participation, ça ne veut pas dire nécessairement avoir le masculin et le féminin. Être dans la participation et n'avoir que le masculin. Donc, que le masculin, et je suis dans la démarche participative. Donc l'approche genre, ça consiste aussi à établir être à l'écoute des femmes, des jeunes filles, des fillettes, parce qu'ils ont leurs propres besoins, ils ont leurs propres attentes au niveau d'un territoire bien déterminé. Donc je suis toujours partant pour l'approche participative et l'approche genre au niveau de tout diagnostic, au niveau de toute identification d'un projet. Donc c'est la mobilisation sociale. La mobilisation sociale, elle est
d'actualité, actuellement il est d'actualité parce que ce qui se passe au niveau de la Tunisie, l'Égypte, tout ce qui se passe au niveau régional, c'est pas évident, c'est pas, donc ça remet en question toujours la question de la mobilisation sociale, la question du plaidoyer. Ça, ce sont des revendications des peuples, des revendications politiques, ce sont d'autres formes de contestation. Et ce qui lui a eu, comment s'est effectué, cette mobilisation de masse, cette mobilisation sociale-là, la mobilisation de masse, comment il s'est effectué, quel est l'acheminement, quel est le renouveau dans ces actions, dans ces grandes actions de mobilisation qui ont pu aboutir à le renversement des systèmes. Donc ça, c'est une autre réflexion plus approfondie. Là, on est dans le stade de la mobilisation sociale au niveau des territoires, au niveau du local. Oui. Excusez-moi, parlons toujours de la source de la mobilisation sociale. Vous ne croyez pas que quand la mobilisation sociale émane vraiment du peuple, et là, vous venez d'évoquer le printemps arabe, il est toujours contrecarré, il est toujours, je ne sais pas, il est toujours rejeté si vous voulez. Alors quand la mobilisation sociale est encouragée par les autorités centrales, par les élus locaux par exemple, il est toujours encouragé si vous voulez. La source est nécessaire. Quand on parle de la mobilisation sociale, vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous avez dit par source? Ben, je ne sais pas, quand on parle par exemple d'une mobilisation sociale, et prenons l'exemple des mouvements du printemps arabe. Manifestation du printemps arabe, oui. Ben, l'appellation diffère, c'est pas C'est des revendications. Ben, contestation, si vous voulez. Revendication, contestation, Donc, la source c'était le peuple. Donc, c'est une sorte de mobilisation sociale, car les populations revendiquaient un ensemble de droits. Alors que quand on parle de la mobilisation qui est issue des autorités centrales, comme les exemples qu'on vient de citer par exemple, pour résoudre le problème de l'habitat insalubre, la scolarisation de la fille rurale et tout. Donc, il est toujours encouragé. Mais quand ça émane du peuple, il est contrecarré, il est un peu géré d'une façon qui ne soit pas plus... Il y a une... Je récapitule. Oui, je crois que J'ai j'ai dépassé. Lorsque vous parlez de la mobilisation sociale, est-ce que vous parlez de la mobilisation sociale comme spontanée, non, comme un outil de la société pour exprimer ses besoins, pour participer au projet, ou bien la mobilisation sociale comme une sorte d'un outil pour l'État, pour qu'il essaie d'adapter en quelque sorte les populations à ces stratégies ou bien à ces politiques. C'est un moyen. Est-ce que c'est pour la population? La mobilisation sociale, c'est un moyen. On est là dans une démarche, lorsqu'on parle avec vous, vous êtes dans le développement social, lorsqu'on évoque la mobilisation sociale. On est dans la démarche qui permet à la population, qui permet d'encadrer la population à travers les créneaux d'encadrement qui puissent exister, que ce soit le syndicat, que ce soit la société civile, que ce soit le parti politique, pour être à l'écoute, pour que cette population puisse exprimer ses attentes-là. On est dans le développement local, une population qui a ses attentes. Est-ce qu'on a intérêt justement à travailler seul, à dicter des solutions, ou que la population fait partie intégrante de la solution pour résoudre ces problèmes? Donc là, ça revient. La mobilisation sociale avec vous, le cadre de développement local, ça rentre dans un moyen pour être conscient des problèmes et aboutir au changement et faire le premier pas vers le changement. Lorsqu'on est dans la mobilisation sociale, c'est un premier pas vers un projet de changement. On prévoit le changement. On est là pour dire que ça ne marche pas, voilà ce qui marche. Par exemple, lorsque là un problème de santé, ou là tu as un problème de la scolarité, les intérêts pratiques, et même parfois pour les intérêts stratégiques, lorsqu'on parle par exemple de mariage précoce, c'est à travers le changement d'une loi qu'on peut
résoudre le problème. Donc c'est un problème. Comment faire une mobilisation sociale? Est-ce une mobilisation au niveau du territoire, une mobilisation au niveau du national? Mais c'est toujours un moyen pour faire entendre une revendication, pour faire un plaidoyer en face d'une politique publique, que ce soit locale ou nationale, ça dépend de la nature du problème. Est-ce que j'étais un petit peu claire? Non, juste pour la réponse, la mobilisation sociale. Là, lorsque vous expliquez la mobilisation sociale, est-ce que vous partez du local, du terrain, de la population, ou bien vous partez de l'État? L'État aussi, et puis l'État aussi. Parce que l'État aussi peut faire une mobilisation sociale pour convaincre en quelque sorte la population pour accepter les politiques et les stratégies. Alors, est-ce qu'on parle dans cette logique des choses ou bien le contraire? Les deux cas, parce que l'essentiel pour la mobilisation, c'est un moyen. Pour légitimer, c'est un moyen. Par exemple, si on parle de l'État, lorsqu'il veut faire le recasement, pourquoi on parle de l'accompagnement, par exemple, social? Partons de l'accompagnement. Donc l'État, comment il doit faire pour faire l'accompagnement? C'est l'association, par exemple, de bidonville qui va encourager, à titre d'exemple. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'État, un milieu rural, pour sauvegarder, par exemple, la forêt, parce qu'il est sujet à la destruction et cada. Donc c'est l'État qui part du principe d'une... Parce qu'on est dans la gouvernance environnementale. C'est l'État qui va... Donc ça rentre, pourquoi c'est l'État? Parce que ça rentre ou bien dans la politique publique nationale, les eaux et forêts, ou bien ça rentre dans la politique publique locale à travers ce que le projet local de développement, c'est-à-dire les élus. Donc on a deux niveaux. Ça peut provenir aussi de la population. Une population où il y a une association, où il y a des individus qui ont une prise de conscience et qui s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ça peut provenir des deux parties et de toute façon, ça reste un moyen. L'essentiel, le moyen, le contenu, les étapes qu'on doit pour assurer la réussite de ce... J'ai autre chose à dire si vous me permettez. Bien sûr. La mobilisation sociale, je parle toujours de mon propre point de vue. Une mobilisation sociale est crédible quand elle est spontanée, comme Raja vient d'évoquer. C'est-à-dire quand les populations par eux-mêmes se rendent compte de l'existence d'un tel projet et prévoient des scénarios de sa résolution. Alors quand ça émane de l'État, quand c'est l'État ou bien les pouvoirs publics en général qui sont là pour mobiliser les gens, pour bien sûr résoudre des problèmes, c'est toujours, à mon sens, on est toujours dans la logique descendante et centralisante. Lorsqu'on est en face d'une population, voilà, je vais donner un autre exemple et on va voir. J'espère, ce n'est pas question qu'on va voir, j'espère vous convaincre, j'espère partager avec vous certaines remarques que j'ai. Lorsqu'on est avec une population, par exemple, où il y a, je prends un problème de santé, par exemple, je prends le problème de goitre au niveau de Taza. C'est au niveau de l'arrière-pays, par exemple, de Taza. C'est la délégation de la santé au niveau provincial qui a pris en compte, qui a pu diagnostiquer ou détecter le problème. Il y a le nombre de femmes qui avortent depuis le premier mois, depuis le deuxième ou le troisième mois de grossesse. Ils ont enregistré ce taux-là. Ils ont fait des diagnostics, ils ont fait une étude minutieuse, ils ont détecté il y a des jeunes qui portent vraiment une glande qui est bien dégagée. Ils ont détecté ça. Comment faire accepter la population qu'il consomme un sel iodé? Donc c'est une campagne de mobilisation que la délégation va prendre, mais toujours en partenariat, en coordination avec la société civile. Il va, par exemple, s'il n'y a pas d'association locale, il va pousser les gens, il va discuter avec plusieurs tranches de la population qui vont être dans qui va les conscientiser. C'est aussi son rôle, donc c'est pas toujours dans le mauvais côté. C'est aussi son rôle. Il va essayer d'avoir une frange de population qui peut être consciente de la gravité du problème pour former une association, les associations par exemple
à titre d'exemple, au PIF, malade de goitre ou association de santé, CADA. Et c'est à travers, toujours il est intéressant, ce qui est intéressant là, c'est que les pouvoirs publics n'interviennent pas directement, mais à travers une interface. L'interface là, il peut être la société civile, comme il peut être... pour éviter la résistance. Justement, pour que la proposition de solution soit acceptée, parce que je leur propose de ne pas consommer le sel tout simplement, mais le sel où il y a l'iode. De ne pas consommer la farine, mais la farine où il y a le fer de plus. Donc tout ça, ça demande, c'est une mobilisation qui est déclenchée parce qu'il y a un problème qui est détecté par un organisme, par un secteur étatique, qui a la possibilité de détecter, mais comment travailler. Il est de l'intérêt de la population de changer le comportement, de changer de consommation au niveau du sel, au niveau de la farine, je ne sais pas quelle denrée alimentaire. La logique là, il change et c'est l'interface à travers une association, c'est l'association qui va immersion au sein de la société pour convaincre la population. Et c'est toujours, lorsqu'on travaille avec les IST-SIDA, lorsqu'on travaille, tout ça, on travaille toujours, ce sont des associations d'interface, parce que le problème, il peut être détecté parce qu'il demande un certain professionnalisme, un certain degré, par exemple, de spécialité, que la population ne peut pas observer à l'œil seul. Donc, il y a des problèmes que la population, à travers ces organisations, à travers une association, peut détecter. Il y a des problèmes qui sont détectés, et c'est pas toujours, il ne faut pas toujours voir de mauvais œil que c'est l'État qui va provoquer le processus. L'essentiel que ce processus soit comment dire, domicilié par une frange de la population, soit accepté, et que c'est la population, c'est une frange de la population, une association, une coopérative qui prend la tâche de travailler sur la mobilisation de notre partie de la société, toujours en coordination avec l'instance de tutelle. Ok? Non. Je maintiens toujours ma position. Si je crois bien comprendre ce que vous avez dit, c'est que lors d'une mobilisation sociale, l'État n'intervient pas en étant un État souverain, bien un État qui commande, bien qui dicte la loi, mais en étant l'État un acteur de développement social, donc un acteur qui essaie d'avoir une participation, bien d'être, comme on a dit, gagnant-gagnant, bien avoir la même longueur, être dans la même longueur d'onde que la population pour la sensibiliser et pour avoir son consentement et son engagement envers une thématique précise, mais sans leur dicter des lois, bien sans gouverner c'est tout le rôle des organismes d'interface. Parce que intervenir directement avec il y a les transferts directs. L'État, par exemple, il peut intervenir à travers les transferts directs. Mais lorsque lorsque je suis un secteur étatique avec une politique publique, locale ou publique, et je veux entamer un changement, en face de tout changement, il y a toujours des résistances. Pour dissiper ces résistances-là, il est toujours préférable, le secteur concerné étatique, le secteur de tutelle, il est toujours intéressant de passer à travers les organismes d'interface, ce sont la société. Une délégation c'est une façon de collaborer, c'est une façon, je ne dirais pas une délégation, c'est une façon de collaborer pour pouvoir gérer un problème, pour pouvoir aboutir à la gestion d'un problème et être dans le processus, entamer le processus de changement. Si vous me permettez, madame, l'État a toujours besoin d'interface parce que les gens, donc les Marocains, vu la relation qui était entre l'État et la société, n'était pas vraiment une relation de confiance. Et jamais, il y a toujours une mémoire collective, jamais on arrivera à oublier ces événements du passé, ils sont toujours là. Et par conséquent, l'État a intérêt à passer via les associations, et c'est pour ça que je vous ai dit en fin de compte, en 2011, c'était donc obligatoire de reconnaître le rôle de l'État, de la société civile, et de la considérer comme un acteur incontournable pour réaliser le développement. C'était le couronnement de
tout un processus de plaidoyer de la société civile. Et surtout que l'État s'est engagé dans une démarche de néolibéralisme. Donc, il a ce moyen-là pour, soi-disant, embellir son image devant la société, c'est de reconnaître. Ce sont les différents rôles de la société civile. Mais sinon, ils sont toujours présents chez les gens. Je ne dirais pas le contraire, mais quand même, il y a des processus qui ont... je ne suis pas dans la démarche de voir que tout est stagnant. Bien sûr, il y a toujours des secrets, mais on est dans une démarche évolutive. Il y a une évolution. Très lente. C'est sûr qu'il est très lent parce qu'il s'agit de mentalité, parce qu'il s'agit d'un climat de confiance, parce qu'il s'agit d'un climat de confiance qui n'est pas facile, parce qu'un climat de confiance... Et aussi de stratégie de l'État, qui ne souhaite pas transférer ses pouvoirs. C'est surtout ça. Il y a toujours ce rapport de force, entre le local et le central, il existe toujours. Il existera toujours tant que n'a pas, parce que ce n'est pas toujours que l'État, les élus, quelle position des élus politiques vous avez pour faire face à un État central, fortement centralisé, avec la régionalisation. Quel élu politique régional on a? Tout est centralisé. Même lorsque les gens ils font carrière politique au niveau, par exemple, de la commune, au niveau de la région, ils ont toujours ces rabats qui est visé. Donc la carrière, tout ce qui est carrière, ça se passe à Rabat, même ce qu'on appelle les peuples, les gens. Donc c'est toujours l'acteur politique, c'est toujours Rabat. Comment arrive la commune, il n'est qu'un passage. Écoutez, voilà, écoutez. Donc le régional, le local, il n'a pas encore sa place dans nos conceptions. Même les associations, lorsqu'on travaille avec les gens sur l'Europe, lorsqu'on parle, je suis active sur le terrain et j'ai une remarque à faire. Avec l'INDH, il y a un tas d'associations qui sont, on les appelle associations champignons. Qui est-ce qui a pris l'initiative de encadrer ce existant-là, qui est très important, qui est un potentiel humain. C'est vrai, on peut dire il y a l'opportunisme, il y a cada, oui, ça c'est l'état des choses. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment cette action d'encadrement? S'il existe, il est minime. Et reste presque inaperçu. Donc il ne faut pas toujours en vouloir, toujours dire l'État. Nous, l'acteur politique, parce que être dans un système d'État fort centralisé, mais être dans la démocratie participative, être dans une démarche du local, ça aussi, c'est une affaire du local, c'est une affaire du régional, avec la loi de la régionalisation avancée, les prérogatives qui vont être données à la région. Quelle est Mais quand est-ce que cette régionalisation, excusez-moi, va avoir le jour? C'est la loi organique, surtout que ce soit pour la société civile. Justement, c'est la question du plaidoyer, c'est la question de la force du cadre de l'acteur politique. Est-ce qu'il est un acteur politique qui arrive à négocier? C'est un acteur politique qui était présent lors... Pour moi, rien ne peut être donné. C'est toujours un rapport de force. Est-ce qu'on a un acteur politique qui a pu arracher en 2011, lorsqu'il y a eu débat sur la Constitution, il a pu lever la barre où il est resté au niveau des libertés individuelles, au niveau de tout ça. Donc ça reflète la capacité de l'acteur politique, et tu ne peux pas avoir plus que ta capacité. Tu ne peux pas bouger. Parenthèse, excusez-moi, juste entre parenthèses, la Constitution n'a pas été réformée sur la base de la demande de l'acteur politique. C'est un autre débat. On peut ouvrir dans un autre débat, mais c'est un autre débat. Oui. Madame, moi je vois personnellement qu'au Maroc, avant de parler de développement social, approche participative, développement local, il va falloir former tout d'abord les acteurs politiques, que ce soit au niveau national ou bien au niveau local. Mais maintenant, nous allons déléguer une partie du pouvoir de l'État
à la région, c'est-à-dire à des acteurs locaux? Est-ce qu'ils sont capables? Là, on ne peut pas être dans une démarche d'attendre qu'on soit formé pour pouvoir. Non, c'est un exercice au cours duquel on apprend. L'acteur politique, la question de l'acteur politique, il est plus compliqué que la question de renforcement de compétences. Il est plus compliqué parce qu'il relève de plusieurs aspects, le projet de société, il relève de tas de choses. Donc c'est un autre débat. J'ai donné l'acteur politique parce qu'il a parlé que l'État refuse. En parallèle, si on parle d'État, on doit parler nécessairement parce que c'est la question du pouvoir et le contre-pouvoir. Comment je dois faire pour diminuer le rapport de centrale? C'est ma position, c'est ma force. Est-ce que je suis capable d'être dans la mobilisation et le plaidoyer? Là, c'est la mobilisation et le plaidoyer. Le mouvement pour le 1/3, par exemple, je donne le mouvement pour le 1/3. La question de la discrimination positive pour les femmes. Les élections il y a 2011, le Parlement, on a toujours travaillé avec une liste nationale. On a toujours travaillé avec une liste nationale. En 2011, c'était une liste nationale où il y a les femmes et il y a les hommes, où il y a les jeunes. Donc, régler un problème des jeunes via la liste nationale des femmes, ça pose problème. On a contesté, mais la faiblesse, ça vient d'où? Qui sont les capacités en tant que mouvement pour le 1/3 pour mobiliser et réussir le plaidoyer? Tes alliés, les alliés qu'on a vus, les alliés des partis politiques, qui sont les alliés qui ont pu être avec nous pour défendre la question du 1/3? Pas d'alliés politiques, ils sont tous dans la négociation et comment faire. Donc ça l'action de plaidoyer. Donc, on a parlé de la mobilisation, l'action de plaidoyer. Définition, on va voir un petit peu les définitions qui peuvent donner des éclairs sur le plaidoyer. Un plaidoyer est un argumentaire pour défendre ou recommander une idée devant d'autres personnes. Donc, c'est toujours un argumentaire. Le plaidoyer, c'est toujours un argumentaire. L'argument, oui. Oui, c'est un argumentaire, oui, pour défendre ou recommander une idée devant d'autres personnes. C'est toujours un plaidoyer devant quelqu'un d'autre. Organiser un plaidoyer, c'est prendre la parole, attirer l'attention sur une question importante et orienter les décideurs vers une solution. C'est toujours question par rapport à la décision. Comment influencer, comment orienter le décideur. Donc, attirer son attention sur un problème. Pour le PCD, par exemple, lors de l'élaboration du PCD, c'est la démarche à suivre, normalement. Même lorsqu'on est au sein de la commune, on est dans la coalition, là, on est dans les qui sont l'opposition. Au niveau de l'opposition, on a toujours la possibilité d'être dans le plaidoyer. Le plaidoyer là, les alliés, ils vont être la société civile de l'extérieur. Donc, toujours dans ces perspectives-là, c'est toujours question politique, question de prise de décision, de la politique publique locale ou la nationale, question de pourparler, question de convaincre, question de position de l'un par rapport à l'autre. Et ce sont des positions qui ne sont pas des positions de court terme, ce sont des positions qui toujours en mouvance, toujours en cours de construction, parce qu'il n'y a pas de variable qui influence sur ces positions-là. C'est le plaidoyer aussi, c'est mettre un problème à l'ordre du jour, offrir une solution à ce problème et mettre en place un soutien pour agir tant au niveau du problème que de la solution. Donc c'est l'actualisation de tout problème par rapport à l'existant, par rapport à la situation. Agir, le verbe agir. Le plaidoyer peut regrouper un grand nombre d'activités spécifiques à court terme pour arriver à une vision du changement dans le long terme. Donc, comment le court terme travailler pour aboutir le long terme un résultat bien déterminé. Le plaidoyer consiste en différentes stratégies visant à influencer la prise de décision au niveau local, provincial, national et international. Donc voilà, ce sont des stratégies
pour influencer la prise de décision. Ça se peut que ce soit local, provincial, national, international. Donc, on a un petit peu, mais le tour. Oui. Excusez-moi, pouvez-vous nous éclaircir sur la différence qui peut exister entre la pétition et le plaidoyer? Le plaidoyer, la pétition, sorte de plaidoyer que j'exerce à travers une note, un contenu bien écrit. Je dois ramasser par exemple le maximum de signatures pour la présenter, que ce soit par exemple, disons, l'ONU, le Premier ministre, un ministère par exemple. Des instances déterminées. Donc des instances bien déterminées. Le plaidoyer, c'est une forme de plaidoyer. Il y a plusieurs formes de plaidoyer que je peux faire. Je peux faire autrement le plaidoyer aussi. Par exemple, on a travaillé le plaidoyer, par exemple, tout ce qui est discrimination positive. Là, les pétitions, ils servent pour influencer la décision. Donc voilà comment ils sont et influencer à travers un écrit. Voilà une masse de population, un nombre, un chiffre important de cette population qui, voilà, une sorte de pression. Oui. Pour simplifier un plaidoyer, c'est comme ça, par exemple, c'est dans la vente, quand on veut vendre un produit, on prépare un argumentaire de vente concernant ce produit-là, et puis on le vend. Pour le plaidoyer, c'est une idée, c'est un projet, on essaye de le vendre avec un argumentaire. Un argumentaire, mais le et de convaincre, et d'agir. Il doit y avoir un vrai problème. On doit détecter quel est le problème pour lequel on va faire ce plaidoyer-là. Le plaidoyer, on va voir les étapes et on va discuter de cette différence, mais c'est un type de plaidoyer. La défense de l'avocat, on l'appelle plaidoyer. Oui, bien sûr. Plaidoyer, passer la défense. Donc justement, c'est passer à la défense. Donc il y a le plaidoyer local, le PCD il nous permet de faire le plaidoyer local, il y a le plaidoyer national, il y a le plaidoyer international, le recours qui est permis devant l'ONU, le recours qui est permis devant plusieurs instances. Donc ce sont des formes de plaidoyer. C'est le fait de défendre une idée devant une instance déterminée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, défendre devant une instance déterminée pour l'influencer. Pour l'influencer. Amnesty International, lorsqu'il lance par exemple un écrit pour avoir le maximum de signatures et le lance au niveau international pour pouvoir influencer une décision bien déterminée. Le rôle... Ça s'appelle comment? C'est toujours dans le cadre du plaidoyer. Avec les réseaux sociaux, ça devient très développé et ça a une connotation à l'international, donc ça facilite encore plus les pétitions. Parce qu'auparavant, vous passez par... C'est les pétitions. C'est les pétitions. Oui, c'est les pétitions. Oui. Ah, non, j'ai pas compris votre question. Pardon, j'écris. C'est des pétitions. Donc le fait avec les réseaux sociaux, avec le net, c'est devenu vraiment, il y a des sites qui sont spécialisés dans ça. Donc des milliers de pétitions donc, qui arrivent chaque jour. Les pétitions auparavant, c'était une chose qui